Bonjour Gilbert. Bonjour Florence, vous allez bien? Bah ça va pour le moment tant qu'on n'est pas confiné. Comme ça, je crois que peut-être au moment où l'émission passera, on le saura. Oui. Donc vous prenez un risque là. Oui, mais bon, quand on sera confiné, j'aurai le moral dans les... Vous le supportez, vous le supportez mal ce confinement? Pour le moment, on en a eu quoi, 2. Le troisième, je pense que j'aurai le moral dans les chaussettes. Oui. Enfin, c'est mieux. Vous me direz, c'est une bonne nouvelle qu'on apprend comme ça, vous portez des chaussettes. Voilà. Mais j'allais dire, je préfère. Mais moi, j'ai envie je m'excuse de vous interrompre, mais même si le confinement revient, et à mon avis, c'est comme avant de faire une piqûre, vous savez, on prépare l'épiderme pour que la seringue fasse pas trop mal. Hein. Ils sont en train de nous préparer à une troisième piqûre de confinement. Hein. Il va falloir le vivre avec un moral d'acier, hein, parce que franchement, plus je rencontre de monde, plus je vois d'amis ou de passants, hein, plus je me rends compte que le moral est atteint là maintenant. Il y a une espèce de fatigue, qui est liée, je crois, aussi au fait que on ne nous parle pas franchement. On ne nous dit pas exactement tout ce qui arrive. Tout cela est dissous, dissous dans une espèce d'hésitation, d'aquarium de mots sans portée. Et c'est vrai que c'est fait pour créer Mais enfin, il paraît que M. Darmanin est à l'œuvre. Oui, c'est ça. Lui, il a d'occupation. Il envisage, c'est même pas qu'il envisage, il veut dissoudre Génération Identitaire. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas allergique aux doudounes? Aux doudounes bleues. Bleu, oui. Non, moi je pense que c'est plutôt, il a un petit côté quand même, un petit côté bébé, quoi, qui parfois, oui, moi quand je l'ai vu une fois à l'Assemblée nationale, se faire prendre de voler par un ministre, je sais plus lequel, c'était peut-être Valls, et la photo est du reste sur les réseaux sociaux, on peut la retrouver. Il a eu une mimique enfantine incroyable, quoi. Bon, alors enfin là il fait pas l'enfant, il fait le chef. Là il fait le chef, il fait le attention, hein. Parce qu'ils sont dangereux. Il a décidé d'enclencher une procédure de dissolution de Génération Identitaire. Bon, quel acte de violence a commis Génération Identitaire? Récemment, la Cour d'appel à relaxer les membres de Génération Identitaire. Je le dis pour cette association, comme je le dirais pour n'importe quelle association, serait-elle même de gauche, dans la mesure où, ou d'extrême gauche, dans la mesure où elle n'a pas commis d'infraction, où elle n'a pas commis de violence. Vouloir la dissoudre, c'est s'incliner devant une espèce de pression idéologique, en vérité. Quand on voit que M. Darmanin laisse des associations comme Utopia 56, la Ligue de défense noire africaine, qui passe son temps à faire des coups quand même relativement violents. Ah oui, parce que cette association a qualifié il y a peu de temps les militaires français qui étaient morts au Mali de terroristes. Oui, et voilà, et tout ça ne préoccupe pas M. Darmanin apparemment. Bon, et de la même manière que tous les groupuscules d'extrême gauche, tous les mouvements radicaux, hein, de l'islamisme radical. Ma foi, pour l'instant, il veut pas les dissoudre. Hein. Bon, et en tout cas, il n'a pas pris de disposition pour le faire. Mais en définitive, pourquoi s'attaquer à il s'attaque à Génération Identitaire pour se donner une caution de gauche. Voilà. Comme ça, il essaye de se faire bien aimer par Madame Delga, par exemple. Madame Delga, la présidente du Conseil régional d'Occitanie, qui elle veut, faute de faire autre chose, la dissolution de Génération Identitaire. Bon. Et Darmanin, comme ça, il donne des gages, il donne des gages à la gauche extrémiste, à la gauche qui veut faire régner une espèce de terreur judiciaire et juridique. Bon, c'est préoccupant, d'autant plus qu'on se rend compte quand même que 76 lieux de culte surveillés, 18 actions immédiates, nous annonce
le ministre de l'Intérieur dissolvant, hein, Oui. mais rien pour l'instant. Hein, Oui, juste rien. 9 salles de Oui, prière. mais pour des motifs en plus oui. indirects. Bon, vous me direz, c'est ce qu'on appelle la méthode Al Capone. Hein. Ça marche, hein, mais ça évite de dire qu'on les ferme pour des motifs de radicalisme. On les ferme parce que les règles d'hygiène ne sont pas respectées, parce que il n'y a pas de conformité avec le droit du travail, etc. Bon, mais on n'a pas le courage de dire qu'on ferme pour des motifs de propagande radicale. Hein. Alors là, rien ne se passe, rien ne se fait. Bon, et en revanche, on s'en prend à Génération Identitaire. Je vous dis, c'est pour donner des gages. C'est vraiment de la politique de propagande. C'est pour donner des gages. Mais enfin, bon, je ne pense pas qu'il pourra le faire, parce que comme il n'y a pas d'action violente, il n'aura pas de motif. Et puis il y a quand même cette décision de la Cour d'appel. Hein. Voilà. Mais enfin, Monsieur Darmanin utilise le dissolvant maintenant. Voilà. C'est sa manière de se montrer bienveillant à l'égard de la pression de la gauche et de l'extrême gauche. Bien pensante, bien sûr. Oui. Justement, quand vous parliez de mosquée, moi j'avais en tête celle de Lunel. Bah oui, la mosquée de Lunel, voilà, j'allais, moi aussi, pendant qu'on parlait, il m'est venu à l'esprit que la mosquée de Lunel, quand même, la fameuse mosquée El Baraka à Lunel, hein, qui en 2014-2015, je crois, hein, avait défrayé la chronique, puisque de cette mosquée étaient partis quand même plus d'une vingtaine de djihadistes. Hein. Aujourd'hui, on fait comme si on l'avait oublié, quoi. Et elle est toujours là. Oui, il y a une visite de contrôle là aussi. Oui, mais voilà. Bon, on essaye de voir si on pourrait pas la fermer au sens propre et figuré du reste, hein, pour des motifs qui n'auraient rien à voir avec le radicalisme qu'elle pratique. Bon, voilà. Tout ça relève vraiment d'une espèce de lâcheté, d'une espèce de peur qui ne se manifeste pas quand il s'agit de taper sur Génération Identitaire. Oui. Alors, j'avais envie aussi de vous parler d'autre chose. Qu'est-ce que ça vous dit, Martine, quand je vous parle de Martine? Ah oui, oui, Martine Aubry, oui, Lille, Martine Aubry, oui. Oh, moi, je pensais à autre chose, l'album Martine. Ah oui, vous connaissez? Oui, mais non, mais moi, je suis pas votre âge. Hein, ça remonte aux années 1900, ça, non? C'est gentil. Non, ça date de quand, maintenant? Oh, c'était les années 60, je pense. Ouais. Ah, 60, oui. Oui, j'étais quand même né, oui. Bon. J'étais quand même né, oui. Mais bon, oui. en même non, mais temps, je lisais pas Martine, Martine, moi, vous comprenez, bon, parce que de mon temps, on pouvait ne pas lire Martine. C'était autorisé. Bon, maintenant, et c'est sûr que si j'avais 20 ans maintenant, je lirais pas Martine, parce que je pense qu'on le lit beaucoup plus tôt. Ouais. C'est pour les enfants de 5-6 ans, 7 ans. Oui, jusqu'à 10 ans, on va dire. Jusqu'à 10 ans, on va dire, voilà. Alors c'est vrai, oui. Là maintenant, alors, j'ai vu que l'album Martine, petite maman, a été rebaptisé Martine garde son petit frère. Et pourquoi pas sa petite sœur. C'est vrai. Quand même. Et oui, parce que là on est dans le sexisme. Hein. Ah là, j'y vois quelque chose qui... Et puis Martine, Martinet, c'est pas... on aurait dû, à mon avis, changer le prénom. Bon, mais voilà, on est aujourd'hui dans une époque où Martine, le Club des 5, classique de la littérature jeunesse, qui a été vendu, je crois, à 500 000 ou 400 000 exemplaires, hein, par an, hein, vient d'être actualisé. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que on chasse toute forme de sexisme, et entre autres, et on simplifie le style aussi. On simplifie le style, c'est-à-dire que on abandonne, par exemple, le passé simple. Eh oui. On va donc avoir une génération qui ne pourra plus utiliser le passé simple. Alors que, on va pas remonter à Bruno Bettelheim, hein, et à son livre sur les contes de fées, mais tous les contes de fées sont quasiment au passé simple. Et ça a fait le fond d'émerveillement, de rêve de plusieurs générations. Le passé simple, c'est un mode important, quoi. C'est une construction grammaticale qui a quelque chose
lointain, de poétique. Bon, eh ben, plus de passé simple. Plus de passé simple. On va se passer du passé simple. Ouais, c'est triste pour le Alors, futur. Ne parlons pas du subjonctif, dont Albert Dosas, dans sa grammaire raisonnée de la langue française, disait que c'est le temps du brouillard, hein, de l'évanescence, du doute. Bon. Pourquoi enlever toutes ces touches au piano de notre langue? C'est quand même dommage. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça, voilà. On pourra plus utiliser, enfin bientôt on n'utilisera plus le passé simple. Ouais, puis alors il y a des raccourcis, enfin je sais pas, moi je vous cite une phrase, donc extraite du Club des Cinq et le Cirque de l'Étoile. Alors, version 2006, originale, le soleil disparut dans un flamboiement d'incendie et le lac refléta de merveilleux tons de pourpre et d'or. Alors, ça donne, voilà, au présent, je lis le texte, ça donne, au présent, le soleil disparaît derrière les sommets alpins et le lac prend des reflets dorés. Alors, faites la relecture au passé simple. Le soleil disparut. Alors ça donne le soleil disparaît. Le soleil disparu, le soleil disparaît. C'est plus joli, disparu. Après. Donc disparu dans un flamboiement d'incendie et le lac refléta de merveilleux tons. Et le lac prend des reflets dorés. Non. Ah oui. On se demande même pourquoi cette simplification. Enfin, c'est un nivellement. Bon, c'est une mode. On est dans une. C'est quelque part un peu angoissant même, hein, de voir à quel point on peut être dans certaines sphères de pouvoir moutonnier. C'est une mode et il faut sacrifier à la mode de la lutte contre le sexisme. La plupart de ceux qui luttent souvent sont peut-être dans le privé très sexistes au demeurant, hein, comme beaucoup d'antiracistes sont parfois dans le privé très racistes. Hein. Bon. L'histoire est pleine de ces exemples, on pourrait en citer plein. Hein. Bon. Je crois que c'est une mode, voilà. Pour être à la mode, il faut... alors, d'où vient cette mode? Voilà, il faudrait faire un travail sociologique. Oui. Là, il faudrait appeler Maffezoli au secours pour qu'il nous explique pourquoi... Enfin, dans ses livres, il tente de l'expliquer du reste. Pourquoi il y a ces modes qui sont réductrices, qui sont simplificatrices, qui ont peur des nuances. Parce que là même. C'est Nietzsche qui disait je suis une nuance. Oui. Bon. C'est bien dit, oui. Hein, voilà, on en est là. Ouais. Et il y a d'ailleurs Jean-Yves Mollier, qui est un historien, un spécialiste de l'édition, qui a dit on appauvrit les textes au nom du politiquement correct. Oui, alors, on appelle ça le politiquement correct. Moi, je dirais que c'est le politiquement con. Bon. Et c'est devenu une espèce de tribu. Voilà. Il y a la tribu des conformistes. La tribu des conformistes à la mode du temps. Voilà. Alors, Martine, petite maman, non. La tribu des conformistes veut que ce soit Martine garde son petit frère, sans même se rendre compte qu'on pourrait dire Martine garde sa petite sœur. Bon, on peut voir du sexisme partout. Ou garde son chien d'ailleurs. Ou garde là. Oh là. Attention, la SPA va intervenir. Oui. Non. Bon, ça devient. Je crois que moi, il y a un auteur devant lequel j'ai une admiration de plus en plus grande, c'est Molière. Les précieuses ridicules. Relisez les précieuses ridicules. On a aujourd'hui les précieux et les précieuses ridicules. C'est cette même mode. Alors après, on peut travailler sociologiquement pour comprendre, hein. Mais voilà, on en est là, quoi. Pour être bien vu, des malveillants qui seront alors bienveillants, il faut être à la mode des précieux et des précieuses ridicules. Voilà. C'est comme ça. Et Molly a raison, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et vous parliez justement de tribu. Il y a une tribu qui fait des ravages, c'est celle de la cancel culture. Oui. Alors là, j'ai remarqué un truc que je trouve tout à fait étonnant, c'est que ces gens qui se veulent dans la modernité éradicatrice, hein, utilisent finalement un mot d'ancien français. Ah oui. Cancel. Ça a donné la cancellation, c'est-à-dire la suppression. C'est extraordinaire, non? Ces gens qui du passé veulent faire table rase, ça c'est quand même...
c'est quand même autre chose, faire du passé table rase. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, en foutant en l'air les statues, en les déboulonnant, en changeant les noms des rues, en changeant les noms des films, en s'en prenant à Beethoven. Enfin, oui, c'est ça. Bon, ils parlent de cancel culture. Le mot cancel est un mot du vieux français. Alors ils se rendent même pas compte que en voulant être modernes, ils sont dans l'ancien français. C'est pas beau ça? Alors bon, c'est devenu un mot anglais, mais il y a plein de mots français qui sont dans la littérature, dans la langue anglaise, hein, bien sûr. Voilà, ce sont tous ces paradoxes. Je crois qu'il faut en rire. Hein. Bon, maintenant, oui. moi, j'ai pris mon parti d'en rire. Hein. Oui. Oui, non, parce que attendez, vous comprenez, si on commence à les prendre au sérieux, d'abord on les valorise, et ensuite on ne peut pas discuter avec l'absurde. On ne débat pas avec l'absurde. Oui, mais en attendant, quand même, les exemples se multiplient. Enfin, là, je pense à Disney. Vous avez vu Oui, j'ai vu. Les Aristochats seraient racistes. Belle et le Clochard seraient racistes aussi. Oui, voilà. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Peter Pan. On dit Pan? Pan. On dit Pan? Pan. Mais c'est violent, ça. Faut pas l'appeler Peter Pan. Ah oui. Peter Pan. Ils avaient oublié cette sélection. Là, mais moi, alors là, vraiment, d'abord, je ne comprends pas que la SPA ne soit pas intervenue pour faire supprimer Belle et le Clochard. Le Clochard, traiter un chien de clochard. Bon. C'est peut-être pas sympa pour les clochards, que j'aime beaucoup. Et ensuite, les clochards ne peuvent pas avoir envie qu'on les compare à un chien, fût-il aussi noble que celui qu'on voit dans le film, et inversement, hein. Bon, non, mais vous voyez, non. Et bien, alors les aristochats, non mais les aristos, oui. Non mais les chats, enfin, il y a quand même des chats qui ont le droit d'être révolutionnaires. Ils pourraient se plaindre qu'on les compare à des aristos. Non? Oui. Bah oui. Mais non, il faut mener les combats sur tous les terrains. Vous avez raison. Sur tous les terrains. Bon, La belle et le clochard. Pourquoi une belle avec un clochard? Non mais là c'est absolument insupportable. Oui. Non mais vous vous rendez compte? Tous ces gens-là ne mènent pas jusqu'au bout le combat qu'ils devraient mener. Bon. Vous en avez d'autres à me sortir, le lac des Cygnes aussi peut-être. Mais vous disiez Beethoven. Oui, non mais Beethoven a été jugé trop blanc, trop mâle, trop vieux. Il était surtout sourd. Aujourd'hui, il aurait du pot, hein. Sourd comme un pot, c'est avoir du pot. Parce que vraiment, il n'entendrait pas toutes les conneries qu'on peut entendre. J'ai vu aussi que Casse-Noisette posait problème. Oui, c'est ça. Eh ben, moi, je vais vous dire une chose, hein. C'est pas les noisettes qui me cassent, hein. Quand vous disiez, il faut en rire, vous avez bien raison, mais en même temps, on ne peut même plus rire. Je pense à Xavier Gorce. Oui, mais là aussi, alors, il faut quand même peut-être rappeler, pour nos amis, Xavier Gorce, c'est un dessinateur du Monde. C'est ça. Qui a fait un dessin que j'ai pas trouvé drôle, hein. Mais, bon, c'est pas parce que je le trouve pas drôle, voilà. Il a le droit de faire des dessins que j'aime, que vous n'aimez pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Bon, non mais, le Monde, l'a censuré. Enfin, indirectement, mais enfin bon, où on est, quoi. Chaque jour, un peu plus, la liberté, nos libertés de respirer sont attaquées. Eh oui. Ah, c'est insupportable. C'est un peu le monopole aussi idéologique de la gauche. De la gauche, de l'extrême gauche, et puis cette espèce de conformisme, quoi. Finalement, ce qui domine, c'est le conformisme. C'est le conformisme. C'est un mot très bien construit, du reste, conformisme. Conformiste. Ouais. Allez, on avance. Allez, alors, le gouvernement a dit non au rachat de Carrefour par un groupe canadien. Tiens, on a l'impression que la souveraineté économique est à la mode. Oui, alors, oui, ça revient à la mode, mais quand nous, dans 3 articles du programme présidentiel, du reste, dans 3 propositions du programme présidentiel, nous proposions ce qu'on appelle le patriotisme économique. On rigolait. On était caricaturés. Tout de suite, on avait le béret basque. Et la baguette. La flûte de pain sous le bras, les pinces à vélo au mollet, et le camembert éventuellement dans la poche. Bon. Aujourd'hui, tout le monde dit ce qu'on disait, et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors quand même, il faudrait s'amuser à faire un montage de toutes les images.
au cours desquels, moi je l'ai vécu ça, dans des débats, quand on disait, mais enfin, il faut produire français, il faut que nos productions soient sur le territoire, il faut qu'on contrôle les productions essentielles, parce que c'est de l'ordre de la souveraineté de la nation. On était rabougris, repliés, il fallait les entendre, non mais sur quel ton ils nous traitaient finalement, si on lisait entre les lignes de vieux cons, quoi. Et aujourd'hui, ils sont tous, le maire en tête, hein, Bruno de son prénom, pour le courageux patriotisme économique. Mais il fallait quand même pas vendre au passage Alstom. Eh oui. Hein, entre autres, l'aéroport de Blanny à Toulouse, enfin on pourrait énumérer les exemples à l'infini. Bon, ils découvrent le patriotisme économique au moment où le projecteur sanglant de la pandémie met en évidence nos insuffisances dans la souveraineté économique, pharmaceutique. On manquait de masques, on manquait de gel hydroalcoolique, on manquait de tout. Bon, obligé de s'approvisionner en Chine. Voilà, tous les gens le savent, tout ça. Alors donc là encore, c'est une réaction. C'est de la communication, quoi. Bon, comme on a méprisé pendant des années et des années le patriotisme économique, aujourd'hui on veut se donner l'impression d'être patriote. Mais si on fouillait dans les archives médiatiques, on verrait à quel point on a été critiqué à l'époque où on le préconisait. Montebourg, à un moment donné, non, il faut lui rendre cet hommage. Oui. Il a eu le courage de mener une action en faveur de cette forme de patriotisme, il faut le dire. Bon, en tout cas, ça semble pas trop porter ses effets, cette histoire de souveraineté version macronienne, hein, parce que bon, Macron s'était déguisé en champion de la souveraineté économique, il avait fait des promesses, et pof, on s'aperçoit, par exemple avec les vaccins, que on est à la traîne. Ah on gère la pénurie maintenant, hein, et puis en plus l'Union européenne a organisé tout cela d'une manière lamentable. Bon, donc ça prouve bien que et au passage, hein, chacun pour soi. Donc on se demande vraiment à quoi sert l'Union quand il n'y a que de la désunion européenne. S'il y avait une Union européenne, je comprendrais, mais là on a une désunion européenne. Et on est en difficulté pour les vaccins. Bon, c'est du reste la raison pour laquelle, malheureusement, on va se payer encore un confinement. Hein. Le confinement, c'est la preuve de l'échec de toutes les mesures. Bon. On en est là. Ouais, donc Sanofi a annoncé du retard sur son vaccin. L'Institut Pasteur a lui aussi annoncé avoir jeté l'éponge sur un de ces vaccins. La faute au manque de moyens au niveau de la recherche. Oui, mais la recherche, on n'a plus de recherche. Hein. Les chercheurs qui veulent chercher, ils vont chercher ailleurs. Voilà. Ça rappelle l'histoire des procureurs, ça. Voilà. Non, mais bon, on n'a pas de moyens. Mais alors, si vous voulez, j'ai pas envie de retomber dans l'éternel argument, mais on dépense tellement de blé, tellement d'argent dans l'immigration, dans l'aide médicale d'État. Alors, que les choses soient claires, moi je suis un partisan du respect du droit d'asile. Mais faut-il encore que le droit d'asile soit vraiment le droit d'asile, voilà. Ouais. Alors, aujourd'hui, on dépense un fric fou pour contenir, entretenir l'immigration, alors qu'à côté de ça, on voit la recherche qui fout le camp, on voit que on n'arrive pas à gérer cette pandémie. Malgré le nombre incroyable de services, d'institutions, hein. Je crois qu'il y en a 17 qui doivent donner leur avis avant qu'une décision soit prise. Bon, c'est bordel, quoi. Vous me tendez la perche à propos d'immigration parce que vous avez vu que le Danemark a annoncé qu'il se fixait un objectif de 0 demandeurs d'asile. Ils sont dans l'Europe, comment c'est possible? Alors c'est d'autant plus que le Premier ministre du Danemark, ou la Première ministre, pour être à la mode, hein, voilà. Attention au sexisme. Hein. Attention, pour être à la mode, elle s'appelle Madame Frederiksen. Elle a déclaré ceci, et je crois que ça vaut le coup de l'écouter, parce que on peut en tirer des conclusions. Elle dit, il nous faut être prudents, et ne pas laisser trop de monde entrer dans notre pays, si nous voulons préserver sa cohésion sociale.
Alors là, vraiment... C'est parce que c'est au Danemark. Hein. C'est parce que c'est au Danemark. Imaginez que Marine Le Pen ou moi-même, nous ayons tenu un tel propos. Préserver la cohésion sociale. Oh, on aurait été des xénophobes, des fachos fascisants, enfin on aurait pris sur le coin de la gueule tous les adjectifs critiques, péjoratifs possibles. Elle le dit carrément. Et là, pour l'instant, je n'ai pas entendu non, moi non plus. de punition. Elle n'a pas été mise au coin de la grande école de l'Union européenne, dans la classe des meilleurs du monde. Hein, bon. Ah. Et puis on a aussi quand même en Hongrie. Ah oui. À la Hongrie, comme dit, il faut en dire deux mots là, allez-y. Oui, avec Frontex en fait. Bon, alors d'un côté, on a la Hongrie qui repousse clairement ce qu'elle appelle l'invasion migratoire, et donc on a plus de 4400 personnes qui n'ont pas pu entrer depuis le 17 décembre 2020, moment où la Cour de justice européenne avait condamné la Hongrie justement par rapport à cette politique migratoire. Oui. Et résultat, Frontex, que fait Frontex? Je vous pose la question. Oui. Mais Frontex s'en va. Voilà. Frontex ne veut pas être mêlé. C'est ça. À cette politique de limitation de l'immigration. Ça montre à quel point on est dans l'idéologie, quoi. Bon, on se pose pas la question de la cohésion sociale comme le fait le ministre de l'Intérieur danois. Non, c'est de l'idéologie. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on cherche quand même ce qui se cache dans les fonds, très fonds de cette idéologie. Parce que, vous savez, les Tartuffes, on connaît maintenant. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. La question fondamentale qu'il faut aborder, c'est pourquoi la question de l'immigration est devenue une question épidermique du point de vue idéologique. Quand vous pensez que même lorsqu'on a abordé la question de la fermeture des frontières, à cause de la propagation du virus, la réaction a été idéologique. C'est ça. Il y a fermer la frontière. Ouais, il y a des imbéciles qui sont allés jusqu'à dire que voilà, le virus n'a pas de passeport. Vous vous rendez compte? Comme si le porteur du virus, lui, avait pas de passeport. On touche à une question idéologique qui cache des choses conscientes et inconscientes sur lesquelles il va falloir quand même qu'on travaille. Mais c'est inouï de voir Frontex prendre peur, trembler, parce que la Hongrie réduit, comme du temps de Salvini, l'Italie avait réussi à le faire, à un taux, je crois, de 80%, réduit les flux migratoires. Frontex devrait au contraire être en appui. Non. Voilà, c'est l'époque. De toute façon, nous, on va être confinés, donc on aura le temps de réfléchir. Hein. Et quels enseignements on peut en tirer? Je pense à Macron. Macron peut pas faire la même chose? Mais non, parce qu'il est dans la mode. Il est dans la mode des mots, dans la mode des manières, dans la mode des tons. Et ce qui préoccupe, c'est pas la cohésion sociale, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix médiatique. Macron, on va dire le président de la République, on va être poli quand même, il ne prendra pas de décision parce que, sauf si les événements l'y obligent, bien évidemment, parce que il est un poisson dans l'eau de l'aquarium de la pensée unique. Voilà. Alors sur cette fin, on va se dire peut-être à la semaine prochaine si nous ne sommes pas confinés. J'espère qu'on conclut pas en queue de poisson.